זרקה את הפתק ואין אף אחד לא ידע שם. אבל הקו.
C'est bon, Rivka? Bonsoir à tous. Bonsoir Rav Meloul, vous m'entendez? Je ne sais pas s'il m'entend. Vous m'entendez là? Oui, Rav, on vous entend. Je vais juste vous introduire, si vous permettez. Donc, Shavuot Tov. Ah voilà, on vous voit. Ok, donc on va laisser dans une petite minute la parole à Rav Meloul qui nous fait l'honneur d'être présent pour Hetevet. Merci beaucoup à vous. Ça nous fait chaud au cœur de pouvoir partager ces moments avec vous. Voilà, on a la chance de pouvoir faire un Farbrengen, même s'il y a il y a un couvre-feu, etc. Mais on peut dire Didan Netzach, parce qu'on arrive quand même, Baruch Hashem, à faire Farbrengen. Il y a, vu que c'est Tevet, une tombola où il y a un message qui a été envoyé. Pour participer, il y a un lien où les participants ils peuvent marquer leur nom. Vous pouvez marquer votre nom. Et c'est avec la participation de J'aime lire, de Keot et de Silverstone. Voilà, donc on va laisser la parole à Rav Meloul. Merci beaucoup encore une fois et bon Farbrengen. Merci. Donc effectivement, ce soir, c'est Tevet, c'est un jour particulier. Je pense que ça n'a échappé à personne que d'un côté, c'est la fête des livres, et puis d'un autre côté, on voit que la dernière période a multiplié les moyens de communication électronique plus que les livres. Donc, il y a nécessairement un moyen de lier les deux à la fois. Je pense que c'est intéressant de constater que avant le confinement et avant toutes les difficultés de la période actuelle, alors on voit comment la possibilité de communiquer avec un écran a été mise à la portée de tout le monde. Et il faut voir en ça vraiment une avancée technologique. Je me rappelle la première fois où on a pu avoir une retransmission en direct. C'était à l'époque la parade de l'Akba Omer. C'était vraiment à l'époque toute une infrastructure il fallait louer le palais des congrès et louer des heures de satellite. Et donc, c'était vraiment un investissement majeur. Et on voit que de nos jours, tout ça a été mis à la portée de chacun. Et donc, on peut penser à une sikha très forte, une explication très forte que le Rebbe nous a donnée. Le Rebbe dit, on voit que de nos jours, le téléphone a été démocratisé. De nos jours, tout le monde a un téléphone.
Alors, le Rebbe nous dit pourquoi pourquoi le téléphone a été mis à la portée de chacun. C'est parce qu'il fut un temps où les Juifs vivaient dans un shtetl, dans un méla, dans un quartier réservé. Et donc, à l'époque, le Rav habitait une ou deux rues plus loin. Et quand on avait une sheila, quand on se posait une question, quand on avait un problème à résoudre, alors c'était très facile de traverser la rue et d'aller interroger le Rav. Alors on voit que de nos jours, les murs des ghettos sont tombés. Des fois, on habite loin de celui qui pourrait avoir la réponse à la question. Et donc, on dit le Rabbi, c'est pour cette raison que le téléphone a été inventé. C'est pour que quand quelqu'un a une question, une sheila, et qu'il n'a pas la possibilité de traverser la rue pour avoir la réponse à sa sheila, alors il prend son téléphone et de cette façon-là, il peut avoir en un seul instant, il peut avoir la réponse à sa question. Le Rebbe conclut avec cette phrase très forte. Le Rebbe nous dit toutes les autres utilisations du téléphone n'existent que pour le libre arbitre. Le téléphone existe essentiellement pour que celui qui a une question de judaïsme puisse immédiatement la poser à celui qui lui apportera une question, et toutes les autres utilisations du téléphone ne sont données que pour le libre arbitre. Si le téléphone se bloquait chaque fois qu'il n'était pas utilisé pour interroger un rave, alors le libre arbitre serait remis en cause, en plus des sociétés de télécom. Donc, il y a ici sans doute une idée qu'on peut appliquer. On aurait pu imaginer que le confinement, que le couvre-feu, que toutes les belles choses qu'on a inventées à notre époque réduisent l'étude de la Torah, réduisent un Farbrengen avec tout ce que ça peut apporter aux Chassidim. Et donc, Dieu est Makdim Refoua le Maka, avant même que toutes ces mesures soient prises. Dieu nous donne l'antidote, le moyen de faire en sorte qu'on puisse être touché le moins possible par ce qui se passe dans le monde. Et donc, on est obligé de penser que toute la force d'un Farbrengen, qui vient du fait que plusieurs âmes divines sont toutes réunies ensemble, alors la magie du Farbrengen fait qu'on peut obtenir tout ça de la même façon en étant réunis à travers un écran. La possibilité de réunir toutes les forces divines que chacun a en lui est accordée également de cette façon-là. Et donc, tout l'apport d'un Farbrengen, toute la force d'un Farbrengen peut traverser l'écran et apporter à chacun toutes les bénédictions nécessaires. Chacun connaît l'histoire d'un chassid du Tzemar Tzedek qui est venu à Lubavitch pour passer les fêtes de Tishri, et donc il est arrivé avant Rosh Hashanah à Lubavitch, et puis au moment de Harvit, le Tzemar Tzedek rentre dans la synagogue et le voit et lui dit rentre immédiatement chez toi. Et le chassid est consterné, mais bon, le rabbi lui demande de rentrer chez lui. Et donc, on ne voyage pas la nuit. Donc, il décide de repartir le lendemain matin et de passer la nuit avec ses amis et en faisant un Farbrengen. Et donc, le Farbrengen dure toute la nuit. Et le lendemain, au moment où il pense repartir, le Tzemar Tzedek rentre dans la synagogue et lui dit « Finalement, tu peux rester ». Donc, il ne comprend pas bien ce qui se passe, mais il reste puisque le Tzemar Tzedek le lui a dit. Et puis, à la fin de Tishri,
le Tzemar Tzedek lui dit je te dois une explication, et donc je t'ai demandé de rentrer chez toi parce que j'ai vu que tu devais quitter ce monde pendant ce Tishri. Et donc je me suis dit que c'était plus convenable que ça se passe chez toi à la maison, entouré par les tiens, entouré par les membres de ta famille. Et puis ensuite, vous avez organisé un Farbrengen, et ce Farbrengen a totalement effacé toute l'accusation qui était portée contre toi. Et donc, parce qu'il n'y avait plus de danger, parce que il y avait plus de, parce que tu risquais plus rien, je me suis dit que finalement, tu étais venu ici pour passer les fêtes de Tiché et qu'il n'y avait aucune raison de t'empêcher de le faire. Donc, on voit comment, depuis les débuts de la chassidoute, on voit comment le Farbrengen est un moment particulier, un moment pendant lequel on peut recevoir des forces particulières, avoir un nouveau démarrage, dévoiler clairement les bénédictions de Dieu dans le monde. Et donc, on est obligé de penser que puisque de nos jours, c'est de cette façon-là que se passe le Farbrengen, ça veut dire qu'à travers l'écran, toutes les bénédictions passent de la même façon. Le Farbrengen n'est pas réduit de cette façon-là, bien au contraire, il est sans doute amplifié. Il donne la possibilité de participer à des personnes qui autrement n'auraient pas pu le faire. Et donc, ça veut dire que la première idée de ce soir, c'est d'abord de remercier Dieu, de s'émerveiller devant les possibilités que Dieu accorde dans le monde. On ne peut pas s'empêcher de penser au fait que le Rebbe, dans un premier temps, recevait les gens en Yichidout. Il donnait à chacun une audience personnelle. Et puis ensuite, lorsque les groupes sont devenus très nombreux, alors il a commencé à recevoir les gens par groupe. Et à ce moment-là, quelqu'un a écrit au Rebbe le lendemain d'une Yichidout en groupe et lui a dit c'était très bien hier soir, mais néanmoins, je regrette un peu le moment où on entrait dans le bureau du Rebbe, on savait que le Rebbe s'adressait à nous personnellement, alors que quand c'est un groupe, eh bien, on a plus de difficultés à sentir qu'il s'agit d'une adresse personnelle. Le Rebbe lui a répondu, ce qui s'est passé hier soir était beaucoup plus que ce qui se passe pendant une Yichidout. Même si on a l'impression que le rabbi ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier, qui parle au groupe en général, alors le rabbi arrive malgré tout à dire à chacun ce qu'il a besoin d'entendre. Et donc on voit de la même façon comment les difficultés de la période ont également fait jaillir une nouvelle forme de Farbrengen où on peut réunir plus de monde, être plus nombreux. Et donc, quand on est plus nombreux, ça veut dire que les bonnes décisions, ça veut dire que l'apport positif de ce Farbrengen doit lui aussi être largement multiplié. Ça, c'est pour le Farbrengen en général et la manière dont il se passe à l'heure actuelle en particulier. Ce soir, c'est Hetevet. Hetevet, c'est un moment particulier parce que c'est un Yom Tov qui a été fixé à notre époque, dont on a été les témoins, on a vu ce qui s'est passé à l'époque. Et donc, lorsque Hetevet est survenu, lorsque toute l'histoire des Sfarim est survenue, on a eu du mal à comprendre à l'époque. Voilà, il y a quelqu'un qui prend le prétexte de son appartenance
à la famille du rabbi pour pouvoir subtiliser des livres et les utiliser pour payer ses dettes. Finalement, c'est une affaire de droit commun. C'est un vol. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut en faire quelque chose de tellement important? Pourquoi il faut lui accorder tellement d'importance? Et donc, le rabbi nous donne ici une lecture des événements du monde. Par exemple, on sait que la guerre du Golfe s'est terminée juste avant Purim. On connaît l'histoire du Rav Goldstein, qui était un des aumôniers militaires de l'armée américaine et qui a dit au rabbi qu'il partait au front et qu'il emportait avec lui une Megillah pour pouvoir la lire à Purim. Et le rabbi lui a dit, c'est pas nécessaire parce qu'à Purim, la guerre sera déjà terminée. Effectivement, la guerre était terminée. On voit qu'à ce moment-là, le rabbi a écrit un Mirtav Klali, une lettre adressée les Chol Bnei ou Bnot Israël, Bechol Makom Shehem, à tout le peuple juif. Et le rabbi écrit dans cette lettre une phrase inimaginable. Le rabbi nous dit que le miracle de la guerre du Golfe est un miracle plus important que celui de Purim. Alors imaginez-vous la fête de Purim qui a été instaurée par les Chachamim et il y a des mitzvot spécifiques à Purim. Et donc, un événement survenu de notre vivant à nous est présenté par le rabbi comme étant de la même teneur, ou même d'une teneur supérieure à celle de Purim. Donc, on a besoin de cette grille de lecture que le rabbi nous donne des événements. Et en l'occurrence, le rabbi nous a donné cette grille de lecture pour Hetevet. Le rabbi nous dit que nous vivons à une époque où l'étude de la Torah était totalement démocratisée. C'est des choses auxquelles on est tellement habitué que souvent on n'y pense pas. De nos jours, sans doute, ceux qui ont les connaissances les plus limitées ont beaucoup plus de connaissances que des érudits d'autres générations. Parce qu'au préalable, on n'étudiait que dans les langues de la Torah, en yiddish, en judéo-arabe. Donc il y avait déjà une barrière de langue, il y avait tous les textes qui n'étaient pas facilement accessibles. Il y avait également le coût des livres. Un livre coûtait très cher. On voit même que les Chachamim se demandent si acheter un livre de Torah, ce n'est pas un moyen d'accomplir la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Chacun a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Donc les Chachamim se demandent, est-ce que acheter un livre de Torah, ce n'est pas un moyen d'accomplir cette mitzvah? Ce qui nous montre comment à d'autres époques, un livre coûtait très cher et acheter un livre, c'est un événement de la vie. Ça se passait que quelques fois. Et donc, de nos jours, la connaissance a été mise à la portée de tous. On voit que la Torah est traduite dans toutes les langues. On peut étudier la Torah dans n'importe quelle langue. On voit que le prix des livres est totalement accessible. Et on voit que on peut acquérir les connaissances les plus profondes avec les livres qu'on trouve sur le marché. Et donc, le rabbi nous explique que cette situation a eu pour effet de réveiller une accusation devant le Beddin Shel Ma'ala. C'est un peu comme ce qu'on nous explique à propos de Yutet Kislev. Yutet Kislev, là aussi, on voit une histoire
où l'Admour Zaken est dénoncé parce qu'il envoie de l'argent en Eretz Israël qui dépend à l'époque de la Turquie. La Turquie est en guerre contre la Russie, donc on l'accuse d'intelligence avec l'ennemi. Et donc les Rébéim nous montrent comment tout ça c'est uniquement une apparence des choses, mais que plus profondément, l'accusation est portée devant le Bedin Shelma. Est-ce que le moment est venu d'étudier la chassidoute? Et vous voyez que le même scénario se reproduit à Hetevet. Est-ce qu'avec les capacités fulgurantes d'étude de la Torah qui ont été accordées à chacun dans notre génération, est-ce que ces capacités sont pleinement utilisées? Pas imaginer que quelque chose existe inutilement dans le monde, et donc si le Dieu donne un accès à l'étude, un accès à la connaissance de la Torah, ça veut dire que c'est un devoir pour chacun d'utiliser pleinement cette possibilité qui est accordée à chacun. Et donc le fait que le jugement a été victorieux, le fait que la victoire a été emportée, c'est la preuve que le Bedin Shel Ma'ala, le tribunal céleste, fait effectivement confiance à chacun dans sa capacité d'étudier la Torah. Et donc, on a fait une date particulière du Hetevet, on a pris l'habitude d'acheter des Sfarim de Torah ce jour-là. On voit que le Rabbi nous dit dans une sikha, le Rabbi nous dit avoir des livres à la maison, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on les étudie. En revanche, ne pas avoir de livres à la maison, c'est la certitude de ne rien étudier du tout. Donc, c'est un jour pour faire l'acquisition de livres de Torah, pour les étudier, pour que le moment de l'étude de la Torah soit un moment béni, qui puisse s'étaler sur tout le reste de la journée. On voit comment le Rabbi nous donne beaucoup de précisions sur la manière dont un juif doit étudier la Torah. Le Rabbi nous dit que, par exemple, si le téléphone sonne Shabbat, alors on voit que ça ne nous vient même pas à l'idée de répondre au téléphone. Personne n'a besoin d'une réflexion préalable en se disant « Tiens, c'est Shabbat, je ne vais pas répondre au téléphone ». Le simple fait que c'est Shabbat, ça fait que si le téléphone sonne, on ne répond pas. Alors, le Rabbi nous dit pourquoi on n'a pas le même réflexe au moment de l'étude de la Torah. Quelqu'un étudie la Torah, il n'y a rien qui doit l'interrompre. Si quelqu'un a un temps qui est fixé pour l'étude de la Torah, alors si le téléphone sonne pendant ce moment-là, ça ne doit même pas venir à l'esprit qu'on peut interrompre son étude de la Torah pour répondre au téléphone. Donc, vous voyez comment le Rabbi demande à chacun cette concentration dans l'étude, cette capacité de s'approfondir, de se concentrer pour acquérir toutes ces notions de la Torah. Vous connaissez également l'histoire de cet homme qui est rentré en Yechidout et qui a dit au Rabbi, moi je peux consacrer qu'un quart d'heure par jour à l'étude. Est-ce que je dois étudier la Gemara ou est-ce que je dois étudier la Chassidoute? Et le Rabbi lui a dit, si vous n'avez qu'un quart d'heure que vous pouvez consacrer à l'étude, alors vous devez étudier un quart d'heure de Chassidoute parce que quand vous aurez étudié un quart d'heure de Chassidoute, c'est sûr que vous trouverez un deuxième quart d'heure également pour la Gemara. Voilà comment le Rabbi ne ménage pas les efforts pour que chacun puisse s'investir pleinement dans l'étude. On connaît aussi la sikha que le Rabbi dit à propos de Tou B'Av.
et qui s'applique sûrement aussi à Hetevet, un moment où des forces particulières sont accordées pour l'étude de la Torah. Le Rabbi nous dit, Tou B'Av, c'est la Gemara nous dit que c'est la date à partir de laquelle les nuits s'allongent. Et donc, comme Lo Yivra Lelia et la Girsa, la nuit a été créée pour l'étude de la Torah. Donc, si la nuit s'allonge, ça veut dire qu'il faut étudier plus la Torah. Et le Rabbi nous pose la question, le Rabbi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il écrit, il faut étudier la Torah en permanence. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un a la possibilité d'augmenter son étude de la Torah, pourquoi il doit attendre Tou B'Av? Il faut qu'immédiatement, il consacre plus de temps à l'étude de la Torah. Et si quelqu'un étudie la Torah autant qu'il peut l'étudier, alors qu'est-ce que Tou B'Av peut lui apporter de plus? Et le Rabbi nous dit, puisque Tou B'Av, la nuit commence à s'allonger, ça veut dire qu'on lui ouvre de nouvelles portes et qu'à partir de maintenant, il va pouvoir faire plus que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Alors c'est sûr que si on a fixé dans notre génération une fête qui s'appelle Chag HaSfarim, ça veut dire qu'il y a une importance particulière pour nous pendant ces derniers jours de l'exil, de s'investir pleinement dans l'étude de la Torah, d'utiliser pleinement toutes les capacités qui sont accordées à chacun. Et donc, ça veut dire qu'on est au début de Hetevet, on a encore toute la journée, tout le de Hetevet devant nous. Il faut que chacun puisse prendre les décisions qui conviennent pour s'investir encore plus profondément que jusqu'à maintenant dans l'étude de la Torah, en ayant la conviction qu'en ce jour de Hetevet Chag HaSfarim, nous recevons des forces pour ça, et des forces pour pouvoir étudier pleinement la Torah. Et donc, grâce à ces forces, on aura la possibilité très bientôt d'entendre la Torah du Mashiach de la bouche du Mashiach. Amen, ve amen. Merci beaucoup Rav Meloul pour ces trésors et ces lumières. Personnellement, moi j'ai envie qu'une chose, c'est d'aller prendre un sefer. Mais on est en Farbrengen, alors il paraît que c'est pas permis dans les Farbrengen de prendre un sefer. Juste après, c'est possible. Ah, ça on va donner tout de suite la parole à Rav Benigmos. Merci à vous aussi d'avoir répondu présent. Je vous laisse tout de suite la parole. Chaim, je ne sais pas si on m'entend, c'est bon? Chaim. Oui, on vous entend. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, donc, nous sommes rentrés dans Didanot Tsar, dans le Hetevet, et un jour très particulier, puisque, comme le Rav Meloul vient de le dire, tout est autour des Sfarim, tout est autour, pas seulement du jugement et de la victoire du Rabbi, mais c'est aussi, le Rabbi en a fait d'une victoire des Sfarim, la victoire des livres. En Tafshin Nunbet, le Rabbi a bien souligné l'importance de cette Géoula, tout en laissant quand même les choses avec un certain bémol, puisqu'il a parlé qu'il y a encore besoin d'une Géoula pour d'autres Sfarim qui sont encore emprisonnés en Russie. Et le Rabbi a lié ça en général avec la Géoula du Ham Israël, du peuple juif. Et que ces jours-ci sont des jours qui sont très particuliers, puisque de la même manière qu'il y a déjà eu une Géoula, il y a eu déjà quelque chose qui s'est développé, alors il faut, Bezrat Hashem, aller beaucoup plus loin dans cela et faire en sorte que ça soit une Géoula Amitit Vashlema et pour les Sfarim qui sont encore emprisonnés et aussi pour le peuple juif en général. C'est la raison pour laquelle le Rabbi a encouragé fortement que pendant les 24 heures de Hetevet, on achète des Sfarim. Et le Rabbi il a bien précisé que Didan, Notsar, c'est Didan des Sfarim, Notsar, c'est la victoire des Sfarim, comme le Rav Meloul vient de
vient de le préciser, des Sfarim sont faits pour être étudiés, bien sûr remplir la maison, mais être étudiés, et plus il y a de Sfarim, plus on a envie d'étudier. C'est souvent le cas lorsque des gens qui ne sont pas très au courant du mode de vie des chassidim et des juifs froums en général, quand ils voient les bibliothèques qui sont dans les maisons, ils se demandent est-ce que vous avez tout lu? Même si on n'a pas tout lu, mais c'est sûr qu'au moins un Sefer, le jour de son achat, on l'a ouvert, on l'a choisi et on a décidé de le mettre dans la Sefria, même si pas toujours. C'est le livre qui sera posé sur notre table, mais en tout cas, il est là dans notre maison et ça permet à donner non seulement à la maison un sens, mais à notre journée un sens et à notre vie un sens. Et pour nos enfants, c'est tellement important que notre foyer vive autour de l'étude de la Torah. Le jour de Didanot Tsar, il faut bien sûr bien réfléchir à ce qui est le plus important. Et le jour de ce qui est important, c'est de comprendre que si Akadosh Baruch Hu nous a permis de vivre, alors qu'on savait que le Rabbi, il avait vécu des mois dans une tension extrême, qu'il a partagé ça avec les chassidim, que plusieurs fois il s'en est exprimé. Et pas seulement pour nous laisser dans une espèce d'histoire en se disant, voilà, le Rabbi, il avait un certain problème. Ce problème, il a été résolu par un procès. C'est aussi pour qu'aujourd'hui, on comprenne que l'enjeu de ce procès était, un, qu'est-ce qu'un rabbi, la définition d'un rabbi, et deux, c'est la victoire que ces Sfarim-là, ils doivent être aujourd'hui vivants, utilisés et fait que ça soit quelque chose qui soit dans notre quotidien. Donc même si aujourd'hui, avec le confinement et toutes ces histoires, c'est difficilement faisable dans les minutes où on parle d'aller acheter des Sfarim, mais c'est sûr que demain, Bezrat Hashem, et les moyens qui nous sont donnés d'acheter des Sfarim, de les faire entrer, de les faire vivre, et ça, dès le plus jeune âge de l'enfant, pour que l'enfant comprenne que ça, c'est quelque chose qui nous est très, très important à nos yeux. La vérité, c'est que le Rav Meloul, pour la partie où j'étais, et je suis sûr même avant, a énormément développé le côté Hetevet. Mais ce Shabbat, qui nous préparait à Hetevet, je me suis rappelé aussi qu'il y a un autre sujet qui est lié avec le mois de Tevet, c'est la préparation à Yud Shvat. On sait très bien que du Hetevet, le Rabbi a fait une grande fête, un grand Didanotsar. 7 jours de fête ont eu lieu à l'époque. Le Rabbi a fait des sichot, a parlé le Shabbat suivant, etc., etc. Mais on sait aussi que le Hetevet et le mois de Tevet sont liés avec le Asara Betevet. Et le Asara Betevet, pour nous, Chassidei Chabad, ce n'est pas uniquement une date qui est dans le calendrier par rapport au fait que c'est prévu un jour de jeûne, mais c'est aussi 30 jours avant Yud Shvat. Et ce soir, Hetevet, on est 35 jours avant Yud Shvat. On est 5 semaines avant Yud Shvat. Et Yud Shvat, cette année, il a une dimension très particulière, puisque Yud Shvat, cette année, c'est 70 ans. 70 ans, c'est un investissement nouveau. On sait que l'année des 70 ans, depuis Yud Aleph Nissan, de la naissance du Rabbi, l'année de Shnat Hashivim, c'était une année très importante. Et il faut aussi commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour les 70 ans. 70 ans de Yud Shvat, 5 semaines avant Yud Shvat. Ce soir, c'est Hetevet. Et ce sont des jours qui nous permettent d'aller de plus en plus vite vers la préparation et atteindre ce qu'on a à atteindre. Beaucoup de gens, moi je travaille dans un milieu qui n'est pas Chabad, dans un milieu Haredi, orthodoxe, mais qui n'est pas Chabad. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre quelle est notre relation aujourd'hui avec le Rabbi. Ça pose pour certaines personnes beaucoup de questions. Comment au présent on vit tellement les choses? Lorsque vous rentrez dans le détail avec les gens ils peuvent comprendre à ce qu'on ait pas des remords, des gagouïms, qu'on se remémore des moments. Mais c'est difficile pour les gens de savoir comment on applique les choses au quotidien. Comment au quotidien, on reste tellement attaché au Rabbi. Pour eux, c'est très compliqué. Et souvent, des fois même, ça les bloque de faire que les choses elles soient vécues au présent. On a beaucoup de gens qui vivent au passé. Mais pour eux, le présent, il n'a pas tellement lieu d'être. Le présent, c'est bon, il faut passer à autre chose. Et même si vous n'arrivez pas à passer à autre chose, c'est compréhensible. Il faut adapter les choses. Et parler d'une fête comme Hetevet au présent,
ou de Yud Shvat, qu'on se prépare à la Kabbalat Hanesiyut du Rabbi au présent, c'est pour eux quelque chose de très compliqué, quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. Alors ça m'a fait penser à une histoire qui est racontée par le Rav Shabtai Slavlatitsky dans un de ses livres, une histoire bien connue, qu'une fois il y avait plusieurs chassidim qui étaient rassemblés, et pas que des chassidim Chabad, ils étaient dans un train, il me semble en Pologne, et chacun a demandé à l'autre, raconte-moi un miracle de ton rabbi. Et chacun racontait quelque chose d'extraordinaire. Un racontait que grâce à une bracha de son rabbi, alors il y a un chassid qui a eu des enfants, un autre a rencontré des choses. Chacun racontait des choses très, très particulières. Et il y en a un qui a raconté la chose suivante. Il y avait un chassid, d'ailleurs c'était le père du Rav Shneur Zalman Bourari, qui une fois a demandé au rabbi précédent, une bracha pour un business, pour ouvrir un commerce à Varsovie. Et le rabbi précédent lui a déconseillé. Il lui a dit non, de ne pas rentrer dans ce business à Varsovie. Le problème, c'est que ce Rav Bourari, il avait un choutaf, il avait un associé, et cet associé, lui, voulait d'Afka investir à Varsovie. Donc lui, il avait un ordre du rabbi de ne pas investir à Varsovie, et il avait un associé qui voulait investir à Varsovie. Et donc, ils se sont séparés sur cette affaire-là, en tout cas, et l'homme, le choutaf, l'associé, il a investi à Varsovie, et le chassid n'a pas investi à Varsovie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce que personne n'attend dans une histoire chassidique. C'est que véritablement, le commerce qu'il avait investi à Varsovie, il a marché énormément. Vraiment une grande hatzlacha. Et donc le choutaf, l'associé, lui, il a réussi, alors que le chassid qui avait écouté son rabbi, il n'a pas réussi. Alors les chassidim, ils lui ont demandé alors où il est le miracle? Où est le miracle? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est le Rav Bourari, il est resté un chassid du rabbi. Ça veut dire quoi qu'il est resté un chassid du rabbi? Que même si ça n'a pas marché comme ce que ses yeux y voyaient et comme son sentiment était que ce n'était pas comme il fallait, quand même il est resté attaché au rabbi, il a continué à faire ce que le rabbi lui demandait. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Chez nous, Chassidé Chabad est quelque chose de très particulier. Que ce qu'on attend de nous, c'est souvent quelque chose que nous, on a des fois des difficultés à faire et qu'on fait avec énormément de kabbalatol, avec énormément de soumission au rabbi, avec énormément d'efforts. Et le programme d'un Chassid Chabad, il n'est pas toujours facile. Et dans les études quotidiennes, et y mettre les miftsaïm, et y mettre la vodata tfila, et y mettre tout le chinuch, etc., etc. Et des fois, on a des difficultés à comprendre comment tout ce programme il peut rentrer dans une journée. Mais si on est conscient qu'on fait avec la bracha du rabbi et avec les demandes du rabbi, alors même si des fois, ce n'est pas exactement comme ça, il y a d'autres personnes qui auraient déjà rendu les clés, qui auraient dit, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut quelque chose qui va sur une autoroute, que tout marche comme nous, on aimerait, et comme nos yeux, ils aimeraient, et comme notre cœur, il aimerait ressentir. Mais être un chassid Chabad, c'est tellement miraculeux, c'est tellement extraordinaire, qu'on est capable de faire des choses qui, des fois, dépassent l'entendement parce que le rabbi nous l'a demandé. Et plus le rabbi nous a demandé de choses, et plus on s'est investi, et plus on s'est investi, et plus on a fait. Et c'est quelque chose qui nous continue à nous amener, et qui nous a amené dans le passé, et Bezrat Hashem, qui nous amènera dans le futur à des choses très, très hautes. Et c'était ça, la force de ce chassid. C'est que malgré qu'il a vu chez l'autre une hatzlacha, et qu'il aurait pu se dire, ah oui, mais alors où est-ce qu'elle est moi, ma hatzlacha? Moi, c'est qu'il est resté attaché au rabbi, il a continué à s'attacher au rabbi, à continuer à obéir au rabbi, malgré qu'il aurait pu déjà se dire, ah mais comment ça se fait que ça n'a pas exactement marché comme le plan il était. Et ça, c'est un point très très important, que des fois on a du mal à comprendre combien Chassidé Chabad Ashrenu Matov Chelkenu. Dans des histoires comme dit Danot Tsar, où c'est une victoire et on danse et on sait que combien chez le rabbi ça a été un soulagement, même si après, hélas, le rabbi il a dû encore vivre pendant quelques temps, ça a duré encore longtemps, où il y a eu des remises en cause par l'autre côté des psakdim du rabbi, et ça s'est fini finalement très très tard. Mais on sait combien le rabbi, ça lui tenait à cœur que les choses se fassent dans la forme et surtout que ça soit quelque chose que nous, Chassidé Chabad,
nous puissions vivre. Juste que le rabbi nous a donné un cadre. Et ce cadre-là, c'était les Sfarim. Que la fête, c'est la fête des Sfarim. La fête, c'est quelque chose qui concerne nos livres. Et ce soir et demain, il faut agrandir notre bibliothèque. Il faut en faire une bibliothèque plus large, d'un livre, de 2 livres, de 10 livres. Mais c'est ça, c'est cette manière-là que l'on peut fêter véritablement la victoire du Rabbi le jour de Hétévet. Concernant la préparation à Yud Shvat, quand on dit 5 semaines, 35 jours, ça paraît très court pour se préparer à quelque chose d'aussi important que Kabbalat HaNesiyut, que le fait que le Rabbi a pris sur lui la Nesiyut et que nous sommes soumis à cela et que depuis ce fameux Yud Shvat jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui nous guide. Comment est-ce possible de se préparer? Comment on fait? Donc déjà, c'est bien connu qu'il faut étudier les Mamarim de Bati Legani. Le Rabbi précédent, avant de quitter ce monde, il a laissé un Mahamar, un Hemshech, une suite de 20 prakim. Et il y a un cycle d'études de ces 20 prakim sur 20 années. Et comme ça, on peut chaque année étudier et encore étudier les Mamarim de Bati Legani, une année correspondant à un hot, une année correspondant à un paragraphe du Mahamar Bati Legani originel. Et chaque année, le Rabbi a expliqué un nouvel hot, un nouveau paragraphe de ce Mahamar Bati Legani, ce qui fait qu'on a énormément de Mahamarim, de Sfarim, de Mahamarim de Chassidut qui commencent par Bati Legani. Mais à chaque fois, il y a un point particulier. Et chaque année, il faut s'intéresser au Mahamar qui correspond à l'année. Et c'est sur 2 cycles pour essayer de s'inspirer de quel est le point particulier qu'on attend dans cette année-là. Cette année, on doit étudier les Mahamarim de Tafshin Chaf Aleph et de Tafshin Mem Aleph. Et lorsque vous allez étudier les Mahamarim de Tafshin Chaf Aleph et de Tafshin Mem Aleph, vous allez voir que ces Mahamarim-là, ils sont basés sur un paragraphe du Mahamar du Rabbi précédent, qui est le Hot Yud Aleph, qui est le 11e paragraphe du Hemshech de Bati Legani. Dans ce paragraphe-là, il y a un mot qui revient énormément. C'est le mot de Netzach, de Nitzachon. Dans ce paragraphe, le Rabbi explique qu'à leur sortie d'Égypte, les Bnei Israël, ils ont été appelés Tzivot Hashem. Et le Rabbi d'expliquer que parmi les noms d'Akadosh Baruch Hu, il y a le nom qui est les mêmes lettres que Tzivot Hashem, Tzevakot. Et le Rabbi précédent déjà de développer quel est le inyan de Tzava, quel est le inyan de l'armée, qu'est-ce que c'est gagner une guerre. Le Rabbi développe plusieurs points, mais il y a un point qui revient, c'est le point de Nitzachon, le point de victoire. La guerre, elle doit être gagnée. Alors, je ne vais pas maintenant rentrer dans le détail parce qu'il est déjà tard et c'est peut-être un petit peu compliqué, mais je vous invite fortement à étudier ces Mahamarim-là parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre au moins ce soir un des 2 mots qui est Dida Notzach. Notzach, ça veut dire Nitzachon, ça veut dire une victoire. Je vais juste vous citer, si vous me le permettez, une phrase que le Rabbi, en Tafshin Chaf Aleph, il a développée sur ce point-là. Le Rabbi d'expliquer que le Nitzachon, que la victoire pour un roi, c'est quelque chose qui vient du Etzem HaNefesh, qui vient du plus profond de lui. Ça veut dire qu'une victoire, ça ne peut pas être une victoire pour un petit peu de nous. La victoire, elle doit venir, du moins cette volonté de victoire, elle doit venir du Etzem HaNefesh, du plus profond de nous. Quelque chose qui nous touche au plus profond. Et lorsque ça nous touche au plus profond, alors on développe des forces et on met en place des choses qui nous permettent de vraiment se dépasser. Et le Rabbi dit une chose, que le roi, pour pouvoir avoir cette victoire, il est prêt à dilapider tous ses trésors. Et le Rabbi dit, Bli shum medida klal, sans aucune mesure, birde leotzi et nitzrono, pour arriver à sa victoire. Ça veut dire que dans un nitzachon, qu'on veut gagner, on ne peut pas se contenter de jouer petit. On ne peut pas se contenter de mettre en place des choses qui ne nous font pas trop mal. Lorsque le roi il va à la guerre, pour obtenir sa victoire, il est capable de dilapider tout ce qu'il a dans ses trésors. Il est capable de donner des sommes, il est capable de mettre en place des choses qui sont tellement extraordinaires que ça dépasse l'entendement.
si on peut s'exprimer ainsi, un petit peu avec la situation dans laquelle on est en train de vivre, tout le monde est en train de se demander comment tous les gouvernements dans le monde, ils sont en train d'amener des aides et des millions et des milliards, sans rentrer maintenant dans les politiques économiques de l'un et de l'autre. D'où ils vont sortir tout cet argent? Bémet, si on veut donner un machal, si c'est une question de nitzachon, si c'est une question de victoire, alors c'est quelque chose, j'essaie de lire en même temps, c'est quelque chose où il n'y a pas de Medidava Agbala. On ne va pas commencer à compter les sous. Il faut gagner une guerre contre aujourd'hui une épidémie, une pandémie. Alors on ne va pas commencer à dire oui, mais alors on met l'argent, on met ce qu'il faut. Alors, sans commune mesure, la même chose ici pour le Nitzachon. Lorsqu'on va à la guerre, on veut gagner la guerre, alors on est prêt à y mettre toutes les forces, à tel point que ça s'appelle bisbouz. Ça veut dire que vraiment on donne sans aucune mesure. Ça s'appelle presque, en hébreu moderne, bisbouz. Ça veut dire gâcher. Ça veut dire dans le sens qu'on donne sans même réfléchir à ce qu'on donne parce qu'on veut la victoire. Donc lorsqu'on rentre dans une bataille, on ne peut pas se contenter de regarder petit, on doit regarder grand. D'ailleurs, plus tard dans le Mahamar, le rabbi développe que la notion de nitzachon, la notion de victoire, ça concerne quelqu'un qui est gadol, quelqu'un de grand. Un petit enfant, lorsqu'on lui demande ce qu'il a envie, ce qui le touche le plus profondément, et ce qu'il est prêt à faire pour avoir ce qu'il a besoin, alors il va se contenter de petites choses. Il ne va pas aller vers des grandes choses. Quelqu'un de grand, il sait que pour pouvoir atteindre ce qu'il a besoin, va avoir un véritable nitzachon, alors il va demander des grandes choses et il va aller et faire des grandes choses. Le point de cette année, c'est un point de nitzachon. On doit arriver à avoir la victoire. Et pour cette victoire, on n'a pas de doute que tout nous a été donné, tout nous est donné, où on est capable simplement de voir combien de richesses on a dans les sirotes et dans les mamarim du rabbi et dans les grottes du rabbi pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir savoir comment agir dans tous les domaines de notre vie. Le bisbouz, il est fait. Le bisbouz, il est donné. Les trésors, ils sont là. La question, elle est, est-ce que nous, on veut la victoire ou on ne veut pas la victoire? Est-ce que nous, on veut que véritablement, aujourd'hui, ça soit Didan Notzar, Didan de Asfarim Notzar, ça veut dire une victoire des Sfarim, une victoire du Rabbi, et que Bezrat Hashem Ayud Shvat, cette notion de Nitzachon, qui est développée dans le Hot Yud Aleph, cette notion d'armée, qu'est-ce qu'on veut dans cette armée de Tzivot Hashem, que nous sommes tous et toutes dedans, il faut être capable de se dire combien je suis capable de m'investir dans le Nitzachon. Qu'est-ce que je veux gagner et combien je suis capable de m'investir pour gagner. Et on a 35 jours pour se préparer à ça. C'est sûr que Bezrat Hashem, le Nitzachon, viendra avant le Nitzachon de la Géoula, la victoire de la Géoula. Mais quoi qu'il en soit, nous, en tant que Chassidim, au moment où on est en train de parler maintenant, on doit se projeter en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer dans 5 semaines? Ce sera Bezrat Hashem déjà dans la Géoula. Mais là, dans la minute, comment moi je prévois les choses? Comment moi je suis capable de me mettre en marche dans cette victoire et être capable de donner un maximum dans cette victoire et pour cette victoire, Bezrat Hashem. Toujours chez le Rav Shabtai Slavatitsky, il y a une histoire fameuse qui a été racontée dans plein de Farbringen. Je m'excuse s'il y a des gens qui l'ont déjà entendu, parce que c'est difficile comme ça de parler devant un écran. Il raconte qu'une fois au Bet Rabat d'Anvers, il y a un jeune homme, un jeune Israélien qui est venu et il a raconté un petit peu sa vie, comme souvent on a dans les choules et dans les Baté Chabad, des gens qui viennent, qui racontent leur expérience. Lui raconte qu'il était à l'armée. Donc lorsqu'il a fini son service militaire, il y a quelque chose de bien connu où les derniers temps, les soldats marcher je sais pas combien de kilomètres avec 25 kilos sur eux, et on leur donne un point, et ils doivent suivre leur mefaked, leur responsable, et pendant tout le chemin, ça dure quelques jours, ils doivent vraiment ne pas se plaindre, et ils avancent, jusqu'à le point qu'on leur a donné. Et lui, il raconte qu'il devait atteindre un point X. Ce point X, il s'appelait athlète. Et donc, ils sont partis, je crois que ça dure 3 jours, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent plus les us et coutumes de l'armée israélienne.
Donc, ils sont partis avec 25 kilos sur eux et avec tout un programme d'avancée, jour et nuit, ils se reposent et ils avancent et ils se donnent du courage et ils avancent et ils se donnent du courage et ils avancent. Et ils avaient un leitmotiv. On suit le Mefaked, quoi qu'il arrive. Baesh ou Bamaim, quoi qu'il arrive, on va derrière le Mefaked. Et ils avancent et ils avancent. Et le Mefaked, il dit après moi. Et eux, ils avancent. Et quand ils disent de s'arrêter, ils s'arrêtent. Et lui, il avance et ils avancent, ils avancent. Au bout d'un moment, ils arrivent. Tout d'un coup, ils voient une plaque qui indique la direction de Atlit. Il en restait quelques kilomètres. Et ils se sont renforcés. Et ils ont dit, ça y est, on arrive. Et ils ont continué. Baesh ou Bamaim, on va avancer, on va aller, on va avancer, on va aller. Très bien. Ils arrivent à quelques kilomètres, puis ils arrivent à quelques mètres. Et là, l'excitation, elle monte à son comble. Ils avancent et ils avancent et ils avancent. Et le Mefaked, il est devant eux, ils sont derrière le Mefaked. Mefaked, on est après toi. Mefaked, on est après toi. Et ils arrivent au point. Quand ils arrivent au point, ils sont persuadés que ça y est, ils vont enlever tout ce qu'ils ont sur les épaules, ils vont pouvoir un petit peu souffler. Et là, surprise, le Mefaked, il avance. Il dépasse la ville et il avance. Et tout le monde se regarde et tout le monde ne savait pas quoi faire. On va pas, on le suit pas. Comment on fait? Où on va? Et lui, il avance. Il y a quelques-uns qui disent, c'est vrai, le Mefaked, il a avancé. Baesh ou Bamaim, on doit avancer derrière lui. Alors on avance. Mais ça y est, on a atteint le but. Et ça a commencé, chacun, il a commencé à se dire, on y va, on n'y va pas. C'est quoi? C'est une blague, c'est une surprise. Et le Mefaked, il avance. Tout d'un coup, le Mefaked, il est loin. Mais eux, ils ont promis, Mefaked, on avancera derrière toi, Baesh ou Bamaim. Eh bien, ils ont laissé la ville derrière eux. Je ne sais pas si tout le monde a laissé la ville derrière eux, mais en tout cas, ce jeune homme, il a laissé la ville derrière eux, il a repris son sac et il a commencé à courir pour rejoindre le Mefaked. Et le Mefaked, il a avancé jusqu'à un certain point où là, le Mefaked, il leur a dit, c'était ça qu'il fallait faire. Que quand tu t'engages et tu dis le Mefaked, le général, le sergent, je le suis, Baesh ou Bamaim. Alors quand tu arrives à un point et que toi, tu dis, ça y est, on est arrivé, si lui continue, alors pourquoi tu continues? Ah, il s'éloigne, tu as l'impression qu'il va trop loin. Alors, si tu es courageux, tu prends ce que tu as à prendre et tu avances et tu essayes de le rejoindre, même si lui continue à avancer. Parce qu'un Mefaked, parce qu'un général, à notre chef, on le suit, Baesh ou Bamaim. Et même s'il y avait un point X qu'on devait atteindre et on a dépassé ce point X, si ce point X, le Mefaked, lui continue d'avancer, alors on est derrière lui. Et nous sommes des soldats, et nous on veut le Nitzachon, et nous on sait qu'on a un point X, c'est la Géoula, et nous le Mefaked, il nous dit d'avancer, et nous on avance. Ah, il y a des gens sûrement qui se demandent, mais alors pourquoi il y a tellement de difficultés aujourd'hui et pourquoi c'est tellement difficile? Parce que c'est peut-être le machal, et en tout cas c'est comme ça que le Rav Slabatitsky l'expliquait, c'est exactement le machal avec notre situation. Bien sûr que le Mefaked, il avance, il continue à avancer, parce que lui, il sait où est-ce qu'il veut nous amener, et que des fois, c'est compliqué pour nous de se dire, mais où est-ce qu'on va? Le Mefaked, il a été trop loin. Mais si on a confiance dans le Mefaked et qu'on a promis au Mefaked que Baesh ou Bamaim, que quoi qu'il arrive, on va avancer et on va aller, on va aller, on va aller, alors il faut continuer à avancer. Dit Danotsar, aujourd'hui, Tafshin Pealef, c'est d'acheter des livres. À Sarah Betevet, c'est pas seulement un jour de jeûne comme tout le clan Israël, on espère qu'il sera annulé, mais c'est un jour de préparation à Yud Shvat. Et comme ça, on va se préparer, comme ça, on va se préparer, comme ça, on va se préparer. Et c'est comme ça qu'on va avancer, Baesh ou Bamaim, se préparer à ce Nitzachon, à cette victoire. Et pour cela, il faut être capable, des fois, non seulement à l'exemple du roi, que lui, il donne tout pour avoir la victoire. Nous, à son exemple, on doit être capable de tout donner pour avoir cette victoire, ce Nitzachon, et pouvoir véritablement atteindre l'objectif, c'est-à-dire la victoire, sans aucun doute. Alors, puisque c'est un Farbrengen et que c'est des moments où il faut essayer de se renforcer dans des choses concrètes, parce que Amassé ou Haïka, le Rav Naftali Roth raconte qu'une fois, il a amené un des responsables de l'éducation en Israël. Et cet homme-là, il ne parlait pas yiddish, il l'a amené au Farbrengen du Rabbi. Et il l'a mis au Farbrengen du Rabbi, et l'homme, pendant tout le Farbrengen, il hochait de la tête, il hochait de la tête, il hochait de la tête. Alors le Rav Naftali Roth lui a demandé, est-ce que tu as compris ce que le Rabbi l'a dit? Il dit, bien sûr, j'ai compris. À chaque fois que le Rabbi, il disait Ve'od ve'u haïka, et encore, et ceci est le principal, l'homme, il comprenait ce que ça veut dire. Alors il a dit, alors ouais, qu'est-ce que ça veut dire Ve'od ve'u haïka? J'ai compris que le Rabbi, il dit Ve'od, et encore, ça veut dire rajouter, ve'u haïka, c'est ça le principal. Lui, il ne parlait pas yiddish, il ne comprenait rien, mais il comprenait que quand il entendait du Rabbi Ve'od ve'u haïka,
Ça veut dire que le rabbi demande encore et encore de rajouter. Alors, ve'od ve'uaika, c'est quoi le principal? C'est sûr qu'il y aura d'autres intervenants, il y aura d'autres Farbrengen d'ici là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ve'od ve'uaika pour nous? Simplement, c'est basé sur rien, c'est basé que sur ma petite tête. Mais j'ai pensé que dans 35, et si on le multiplie par 2, on a 70. On a 35 jours de préparation à Yud Shvat maintenant, de Etevet à Yud Shvat. 70, c'est 2 fois 35. Si chacun et chacune d'entre nous pouvait tous les jours, jusqu'à Yud Shvat, prendre 2 petites choses. 2 choses. Prendre ces choses-là et écrire au rabbi. Voilà le Etevet, j'ai fait 2 choses supplémentaires. Le Vav Tevet, j'ai fait 2 choses supplémentaires. Le Zayin Tevet, j'ai fait 2 choses. Et d'arriver Bezrat Hashem à Yud Shvat avec une liste, avec 70 choses qui ont été faites pour Yud Shvat, alors c'est sûr que c'est un moyen de montrer en tout cas notre engagement vers le Nitzachon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr qu'aujourd'hui, on doit parler sur se renforcer dans le Limoud Torah, dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Chassidout, dans l'étude des Sichot du Rabbi. Il y a des choses extraordinaires qui se font dans le monde entier. Par exemple, le fait que dans le monde entier, il y ait cette union, que chaque semaine, il y ait l'étude du Likutei Sichot selon un cycle qui a été prédestiné par des chassidim qui s'étaient réunis au Canada, je crois à Toronto, où ils ont décidé de partager le Likutei Sichot sur un cycle de 8 ans. C'est vrai que c'est beaucoup 8 ans, mais ça permet que chaque semaine, dans le monde entier, dans toutes les langues, on apprend des Sichot communes sur les 39 volumes de Likutei Sichot, et ça a donné un élan extraordinaire. Vous voyez qu'il y a des groupes WhatsApp, il y a un site internet, il y a des shurim dans toutes les langues, et on discute, et il y a des gens qui s'envoient des questions sur les détails du Likutei Sichot, etc. Rentrer dans ce masloul et de se dire, chaque jour de la semaine, j'apprends quelques minutes pour à la fin de la semaine pour pouvoir dire au Rabbi, j'ai consacré tant de minutes au Likutei Sichot, 1 fois par jour ou 2 fois par jour. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, on est dans des périodes de confinement. C'est compliqué, toute l'histoire de Miftsaïm, de rendre visite aux gens à la maison, c'est très compliqué. Même les gens, ils ne sont pas encore revenus à la choule. Combien il y a de personnes âgées, combien il y a de personnes de la famille qui sont isolées et qu'on n'a pas toujours l'occasion de lever notre téléphone parce qu'on ne les voit pas en présentiel. Et eux, ils ne sont pas tellement dans les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas trop les histoires de Zoom, etc., etc. Mais peut-être un simple coup de fil, et dire, voilà, aujourd'hui, Etevet, j'ai appelé un tel. C'est aussi quelque chose qui fera sûrement énormément de Nachat Rabbi, de rester en contact avec les gens, même si aujourd'hui, le présentiel, il est plus compliqué. Et la liste des choses, elle est tellement infinie qu'on ne peut pas, ici, dans un Farbrengen, et chacun et chacune connaît exactement dans quelle mesure il doit avancer et dans quelle mesure il doit aller vers le Nitzachon. Qu'Hachem fasse que le Nitzachon, il soit un Nitzachon, un grand Nitzachon, un Didanotzach définitif, Bezrat Hashem, comme le Rabbi l'a souhaité en Tafshin Bet, le Didanotzach de la Géoula, et ne pas perdre l'objectif, que même si des fois, comme le Rav Gourari l'a raconté, même si des fois, ça ne correspond pas exactement à comment les choses on aurait aimé qu'elles soient, et même si des fois, ça demande des forces extraordinaires, ça demande de dormir peu, ça demande de s'investir, ça demande que lorsqu'on rentre du travail, de faire encore quelque chose pour le Rabbi, encore quelque chose pour avancer dans le Nitzachon, alors qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on ait toutes les forces, et c'est sûr qu'on a déjà toutes les forces, qu'on puisse se préparer, qu'avant même Yud Shvat, avant même Asara Betevet, et aujourd'hui même, et 7 minutes même, on doit souhaiter que Be'ezrat Hashem, on sorte en un instant de tout ça. Il y a un midrash très intéressant sur la parashat Miketz. Le midrash, il dit que Yosef, il a été sorti du bord. Quand il a été sorti du bord, quand il a été sorti du puits, il a été sorti de la prison, il a été sorti Ke'erefain, comme le temps d'un claquement, d'abattement de cils. Et le Midrash, il dit, il y a plein de choses qui arrivent comme ça. La Géoula de Mitzrayim, elle va venir comme ça. Au bout d'un moment, Kilo Yachlou Leitmameh, on ne peut pas attendre et on s'en va. Et là-bas, le Midrash, il dit, ce sera la même chose avec la Géoula finale, Bezrat Hashem. Avec la Géoula finale, ça viendra Ke'erefain, d'un coup. Pitom Yavo Adom, d'un coup, il viendra le Mashiach. Alors, des fois, les gens, on est tellement habitués à ce matzav de galout qu'on a du mal des fois. Ça a du mal à rentrer dans cette notion que, en un instant, pourtant le Rabbi il a tellement répété cette histoire-là,
que KRFAIN, en un instant, on peut être libéré. Mais la vérité, c'est que si on prend Yosef, qui est resté des années en prison, et qu'en un instant, il a été sorti pour être habillé, pour être présenté au pharaon, et on connaît toute la suite de l'histoire pour devenir vice-roi d'Égypte, etc., ça doit être exactement la même chose avec la Géoula. Là, à l'instant où on parle, on est en galoute, on peut dans un instant être en Géoula. On peut dans un instant être libéré. Akadosh Baruch Hu, il peut faire ça. KRFAIN. Il faut juste s'investir, prendre des bonnes décisions. Et tous ces zooms qui sont organisés, et Baruch Hashem, les gens, des fois, ils passent d'un zoom à l'autre parce que dans la même soirée, il y a un Farbrengen, il y a une conférence, il y a un shiur, etc. Mais en vérité, c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose où il n'y a plus de limites. On peut être assis à la maison, être proche de gens de Créteil et du reste, et d'Eretz Israël, etc. Et tout ça, KRFAIN. Il suffit d'appuyer sur un bouton et taf, on est complètement dans une autre dimension. Pourtant, c'est un confinement, pourtant chacun il est chez soi à la maison, pourtant c'est difficile, mais à travers cette possibilité qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, même dans nos difficultés, on peut en un instant passer d'une situation de galoute à une situation de Géoula. On peut être en un instant à la maison, occupé à 1000 choses qui ne sont pas toujours des choses qui sont dans le sens d'un Kedusha, et en un instant se connecter en étudiant, Chassidut, en faisant un Farbrengen, etc. J'aimerais juste finir en souhaitant Bezrat Hashem à un ami cher qui a besoin d'un Didanotsar, Begashmiut, une Refoua Shlema, et quelque chose qui lui permettra non seulement d'être en bonne santé, mais de récupérer toutes ses forces, que ça soit KRFAIN en un instant, c'est notre ami Chaim Mordechai Ben Rivka, qu'Hachem fasse que Bezrat Hashem, avec tous les participants et les participantes qui sont dans ce Farbrengen, et ce qu'un Farbrengen peut faire, même le Malach Michael, il ne peut pas faire. On souhaite Bezrat Hashem qu'il ait une bonne santé, qu'il soit renforcé dans sa santé, que ses problèmes disparaissent Bezrat Hashem et qu'il puisse retrouver toutes ses activités Bezrat Hashem, que ce soit un Didanotsar pour lui, pour nous, pour tout le clan Israël Bezrat Hashem, et qu'on puisse mériter véritablement que tout ça vienne KRFAIN. Chaim, Chaim. L'Echaim v'Chaim. Chaim v'bracha. Merci beaucoup, un grand Yachar Koach, Rav Menigmos, pour toutes ces orotes, pour toute cette richesse, ces sipurim. On était dans un Farbrengen, on est à travers les écrans, mais on a dépassé les barrières de la matière. Voilà, donc comme on avait promis, il y a eu vu qu'on est en plein dans les Tevet, c'est le jour des Sfarim. Il y a un tirage au sort qui a été fait pour tous les participants du Zoom sur 3 collections ou 3 Sfarim. Alors, on va annoncer tout de suite les gagnants. Chez J'aime lire, il y a une collection pour enfants qui a été remportée par Michael Safran. Donc, un grand bravo pour la participation. Même si on est tous Didanotsar ce soir, tout le monde est des gagnants. Mais voilà, en plus de ça, il y a un petit plus. Ensuite, chez Silver Store, il y a Madame Elisheva Kraviek qui a remporté un livre. Et enfin, chez Keot, Madame Rivka Pesner. Donc voilà. Vous allez recevoir les informations par message. Vous recevrez quelque chose en privé au cas où vous avez loupé. En tout cas, Mazal Tov pour les gagnants. Et aussi, Mazal Tov à tous les participants parce qu'on a eu la chance et le srout dans cette période un peu compliquée de faire un Farbrengen et peut-être avec encore plus de monde que si on était en réel. Parce qu'il faut imaginer un Farbrengen de 60-70 personnes. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire. Alors, Chazak, merci Rav Benigmos pour votre présence et votre ayout que vous nous avez transmis. Et bonne soirée, bon Tevet. Il nous reste encore 24 heures pour mettre en application tout ce qui a été dit ici. L'Echaim v'Chaim.